Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur l'INPL et on va ensemble faire la preview de la 24e journée de Premier League avec 4 rencontres qui m'intéressent cette semaine. Tout d'abord, le déplacement de l'actuel leader Arsenal à Elland Road face à Leeds, déplacement compliqué. Pour finir sur cette journée du samedi avec la rencontre entre Liverpool et Newcastle, très gros choc, ça se déroule à Anfield, il y aura de l'apothéose. Ensuite, on va passer sur la journée du dimanche avec Manchester United, actuellement 4e de Premier League, qui va affronter le 7e Fulham à Old Trafford, voir si actuellement le très bon enchaînement de Manchester United va se poursuivre. Et on va finir avec le choc de ce week-end, le déplacement des Sky Blues au Tottenham Hotspur Stadium face aux Spurs. On sait que c'est un déplacement souvent compliqué pour Manchester City qui avait déjà perdu lors du match aller de cette saison. Donc à voir ce que ça va donner, beaucoup de choses à dire, mais avant ça, petite intro et c'est parti. Pense toujours à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça m'aide énormément, alors n'hésite pas. Et on va discuter tout d'abord en premier du premier match de ce week-end, donc qui opposera à 16h Leeds face à Arsenal, donc déplacement à Elland Road pour les Gunners, actuel leader de Premier League, mais à seulement 4 points d'avance sur Aston Villa et Manchester City. Donc c'est un déplacement risqué, le Manchester City va avoir un gros affrontement, c'est le moment peut-être encore une fois de prendre un gap, mais bon, on sait la difficulté d'Arsenal de concrétiser dans ces instants-là, et Elland Road, c'est un déplacement difficile. C'est une équipe qui a posé beaucoup de problèmes aux gros cette saison. Ils ont fait match nul face à Liverpool, aller-retour, ils ont fait match nul face à Manchester United, ils se sont fait battre par Manchester City, mais on se rappelle, c'était dans les derniers instants, il y avait 2-2 qu'Albert-Lewin avait marqué, et au final, dans les toutes dernières minutes, il y avait Foden qui avait mis le 3e but. Donc c'est une équipe compliquée à aller jouer. Même Newcastle dernièrement à St James Park, on sait un déplacement difficile, ils ont eu du mal. Voilà, ils ont quand même, je crois, ils ont perdu 4-3 face à Newcastle. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup, qui encaisse beaucoup de buts aussi, mais qui a un vrai allant offensif et qui peut poser beaucoup de problèmes aux grosses équipes qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer contre des équipes qui ont le même schéma que Leeds. Leeds est quand même une équipe très offensive, une équipe qui aime jouer en contre-attaque, qui aime être très explosive vers l'avant, et quand t'as des attaquants comme Okafor et comme Calvert-Lewin, tu peux jouer sur des longs ballons, tu peux jouer sur des seconds ballons également sur lesquels ils sont très bons, donc c'est une équipe qui va te poser beaucoup de problèmes. Surtout qu'actuellement, t'as un Calvert-Lewin qui fait une top saison. Depuis qu'il a repris les matchs de PL, c'est 9 buts en Première Ligue, ce qui est énorme pour un attaquant d'une équipe actuellement 16e de Première Ligue. Donc c'est un attaquant très bon qui a vraiment une capacité et une efficacité assez énorme. T'as des joueurs comme Goodmanson, comme Okafor qui fait une top saison. Justin aussi hors défense est plutôt pas mal. Donc t'as des bons éléments. Tu restes une équipe de fond de tableau, mais qui a posé problème à beaucoup de gens et qui a perdu des points face aux gros, mais en faisant des matchs nuls. C'est très peu de défaites, voire quasiment aucune. Donc, on sait que ça va pas être un déplacement difficile. Arsenal s'est rassuré, encore une fois, en Champions League. Tu finis premier de la phase de Ligue de Champions League, 8 victoires sur 8. Ok, tout ça, on l'a retenu. Mais face à Kairat Almaty, tu te prends quand même 2 buts, même si tu as eu beaucoup de rotation dans l'effectif, tu te prends quand même 2 buts, face à une équipe qui était lanterne rouge de Champions League. Les dernières prestations n'ont pas été forcément bonnes en PL. Tu as perdu face à United, fait match nul face à Liverpool et face à Nottingham Forest. Tu as un vrai manque offensif du côté des Gunners, donc forcément, ça cogite. Ça cogite parce que derrière, ça se rapproche et que actuellement tes offensifs ne font pas le travail. Que ce soit Victor Gyökeres ou même Gabriel Jesus face à United, que ce soit sur les ailes Trossard, Saka, c'est pas forcément très performant. Et en plus de ça, ton capitaine et numéro 10, Odegaard, ne fait pas du tout de bonnes prestations. Donc je pense qu'on risque de voir pas mal de changements dans l'effectif par rapport à ce qu'on a pu voir sur les saisons passées. Je vois bien, en tout cas je l'espère, un Odegaard être mis sur le banc parce qu'il serait temps qu'il prenne du temps pour réfléchir à ses dernières performances et qu'on lui mette une certaine concurrence. Eze peut être ce joueur-là et devrait l'être. Moi j'aurais souhaité que ce soit Nwaneri, mais il a été envoyé en prêt du côté de Marseille. Donc il faut qu'Arteta fasse des choix forts pour montrer aussi à ses titulaires, soi-disant indiscutables, qu'ils ne le sont pas et qu'ils doivent se battre pour leur place et montrer de belles choses et de grosses prestations. Dernièrement, Arsenal a vraiment déçu sur les moments où ils auraient pu prendre totalement le large sur ce championnat. Ils ne l'ont pas fait. Donc je souhaite voir un Odegaard sur le banc, un Eze préféré, quitte à faire de la rotation. C'est génial de pouvoir faire rentrer Odegaard en deuxième partie de match. Mais Eze, je pense qu'il est indispensable. Trossard,
je pense qu'en tant que titulaire, reste quand même meilleur que Martinelli. Martinelli peut être un vrai game changer en fin de match. Par contre, Victor Gyökeres, je le vois bien aller sur le banc à la place d'un Kai Havertz. Kai Havertz qui a fait son retour face à Kairat Almaty, qui a repris des minutes. On sait l'amour que porte Arteta pour Kai Havertz. On a vu les prestations de Gyökeres et de Jesus. Il faut qu'il y ait du changement sur cette pointe. Et je pense que Kai Havertz peut être la réponse parce que dans le jeu, il correspond beaucoup plus à ce que Arsenal propose. C'est un joueur qui aime décrocher, qui aime proposer des différentes options et se projeter également. C'est vraiment un joueur couteau suisse. C'est pas un neuf de renard des surfaces à la Gyökeres ou qui reste tout le temps en avance. C'est quelqu'un qui vient s'immiscer dans le jeu. Et je pense que c'est ce dont a besoin Arsenal pour plus de fluidité. Au niveau de la défense, tu récupères Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, t'as ta charnière classique. Franchement, là, on est sur un Arsenal qui a 0 blessé. Je crois que c'est pas arrivé depuis plus de 10 ans que tu te retrouves avec l'effectif complet d'Arsenal en milieu de saison. Donc, il faut en profiter, il faut utiliser ton bon, il faut faire tourner cet effectif pour être en forme le plus longtemps possible sur cette saison. Parce que tu vas avoir de grosses rencontres qui arrivent. Tu as le match retour face à Chelsea en FL Cup. Tu vas avoir... alors là, tu es épargné des 16e de finale ou des playoffs, comme on veut, de Champions League. Donc déjà, tu vas avoir un peu plus de temps pour récupérer. Mais tu as quand même beaucoup de matchs, la FA Cup et tout qui arrivent. Donc il faut absolument que ton effectif soit en pleine forme et qu'il n'y ait pas de nouveaux blessés. Donc sur ce match-là, effectivement, on est face au leader, face au 16e. C'est ce qu'on a dit face à Nottingham, c'est ce qu'on a pu dire face à United, même s'ils étaient en forme après leur victoire face à Manchester City, c'est ce qu'on a pu dire face à un Liverpool malade. Arsenal a déçu. Il est temps de montrer un autre visage. Il est temps qu'offensivement, l'équipe se réveille. Et il est temps que le milieu de terrain soit dominant. Que ce soit Rice, que ce soit Odegaard, Eze ou Zubimendi, il faut montrer de la sécurité. C'est ce dont on a manqué sur les dernières rencontres. La passe de Zubimendi en retrait, en fait, fait basculer totalement le match. Et c'est ce qui fait que le momentum change alors que tu domines complètement ton adversaire. Donc il faut vraiment qu'on récupère cette solidité défensive, qu'on récupère cet talent offensif et qu'on arrête de tout miser sur les corners en permanence. Parce que vraiment, on a l'impression qu'actuellement, nos offensifs ne cherchent que ça. Déborder sur les ailes, tirer dans un adversaire et espérer que ça sorte en corner. Sauf que, mine de rien, les adversaires commencent à connaître notre schéma tactique, commencent à s'adapter à ça et savent répondre de mieux en mieux à nos coups de pied arrêtés. Donc ça va pas être la solution longtemps, ça l'a été, c'est très bien, dans les moments difficiles, il faut que ça nous serve, mais on ne doit pas miser toute notre stratégie et toute notre tactique de jeu là-dessus. Il faut vraiment qu'on remontre que on a des qualités balle au pied, qu'on a des joueurs qui sont très techniques, qui ont également une bonne connexion entre eux. Je pense à des Timber Saka sur la droite, à un Calafiori qui apporte beaucoup du côté de Trossard et qui a tendance à apporter beaucoup sur les ailes, mais surtout, il faut que notre milieu de terrain soit plus dense et beaucoup plus fin, techniquement, ce dont on a pu manquer sur les dernières semaines. Donc j'espère voir ça. Évidemment, mon biais est faussé par le fait que je suis un fan d'Arsenal, évidemment, mais je vois une victoire d'Arsenal, on sait qu'on en a besoin. Elland Road, c'est quand même quelque chose qui nous réussit bien sur les 10 dernières rencontres, je crois sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières rencontres entre Leeds et Arsenal, c'est 9 victoires pour Arsenal et un match nul. Ça fait plus de 10 matchs qu'on n'a pas perdu face à Leeds. Et il faut absolument concrétiser ça et continuer dans cette optique-là. Donc je vois une victoire d'Arsenal, pas sur un score flagrant, mais un bon 2-0. Je ne vois pas encaisser, il est temps qu'on reprenne un petit peu cette habitude de faire des clean sheets qu'on n'a plus depuis un petit moment. Alors oui, face à Liverpool et face à Nottingham Forest, on a fait des clean sheets, mais c'était des matchs d'un ennui soporifique. J'espère qu'on n'aura pas la même chose. Donc je vois bien un 2-0 pour les Gunners et c'est tout ce que je souhaite. Donc le gros choc du samedi, ce sera Liverpool qui accueille Newcastle. Donc match à Anfield, match à grosse ambiance. On connaît ces deux clubs qui sont plutôt combatifs, qui n'ont pas de problème à aller au contact. Mais il y a beaucoup de blessés des deux côtés, ou en tout cas beaucoup d'absents. Du côté de Newcastle, déjà, tu vas avoir normalement Joe Linton, qui est censé être absent, qui s'est blessé lors de leur dernière rencontre à Lens. Je crois que son retour est prévu pour début février ou mi-février, quelque chose comme ça. Il devrait normalement louper le match à Liverpool, c'est pas sûr, mais en tout cas il est incertain. Guimarães, on ne sait pas s'il va être de retour, il était absent lors des deux dernières rencontres, notamment face à Paris, et normalement il est prévu qu'il puisse revenir sur cette rencontre-là, mais on n'est pas encore totalement informé là-dessus. Donc déjà tu perdrais tes deux leaders du milieu de terrain, deux joueurs à fort caractère et qui ont tendance à aller très vite au combat, donc si tu les perds les deux là, déjà tu es assez handicapé. En plus, ces derniers temps, en Première Ligue, tu as eu un peu de mal. Tu étais très bien il y a
3-4 semaines, quelque chose comme ça. Puis tu as enchaîné défaite face à City, match nul face à Wolverhampton, défaite face à Aston Villa. Tu t'es un peu rassuré face au PSV et face à Paris en Champions League, mais en Première Ligue, les dernières rencontres ont été difficiles. En plus de ça, donc comme je disais, tu as quand même des absences assez importantes. À voir comment va tourner Newcastle, qui quand même a du mieux, qui est remonté à la 9e place, alors qu'à un moment ils étaient à la 15e, je crois, quelque chose comme ça, en PL. Donc tu as quand même du mieux du côté de Newcastle, mais c'est Anfield, ça reste un déplacement difficile. Donc tu vas être quand même mis à rude épreuve tout le long du match et tu as besoin d'un Guimaraes en pleine forme, d'un Joelinton. On ne sait pas s'ils seront présents, mais s'ils le sont, ça changera beaucoup de choses. Anthony Gordon revient, mais n'est pas forcément transcendant en ce moment. Voltemade a beaucoup plus de mal à marquer. Et même au niveau des changements habituels, que ce soit des Langa, des Wissa et tout, ça ne porte pas forcément leurs fruits, en tout cas sur les rencontres, les grosses rencontres de ces dernières semaines. On va voir un petit peu comment Eddie Howe va adapter son plan de jeu aux probables absents et quel va être toujours son projet tactique sur cette rencontre. Je vois toujours de toute façon un Newcastle très porté vers l'attaque rugueuse, vers les contacts, vers les seconds ballons. Voilà, ça va être beaucoup de combats au milieu de terrain. Peu importe qui sera sur le terrain, ce sera forcément l'idée d'Eddie Howe. Mais en face, tu as un Liverpool qui... Je sais pas trop quoi en penser de Liverpool parce que je regardais, t'as eu un vrai moment de mieux. Vraiment, en plus, t'as eu un moment où les rencontres se sont beaucoup mieux passées. T'as eu des victoires face à Tottenham, face à Wolverhampton. T'as bien fonctionné en Cup et en Champions League. Tu viens d'enchaîner un 3-0 face à Marseille, un 6-0 face à Karabakh. Offensivement, ça te fait du bien. Mais t'es sur une très mauvaise dynamique en Première Ligue. Tu viens d'enchaîner 4 matchs nuls et une défaite. T'as fait match nul face à Leeds, Fulham, Arsenal, Burnley, et tu perds dans les derniers instants face à Bournemouth. C'était un but de Semenyo d'ailleurs, je crois que c'est juste avant qu'il parte, si je dis pas de bêtises, à City. Peut-être que je dis des bêtises, c'est peut-être ça. Non, c'est pas... Ah non, c'est pas lui. C'est un autre joueur dont j'ai oublié le nom. Oui, qui avait lâché une magnifique frappe du milieu de terrain. Mais bref, enfin du milieu de terrain, des 25-30 mètres. Mais bref, Liverpool se fait peur en championnat, malgré une très très bonne dynamique après leur très très mauvaise. La dernière rencontre entre Newcastle et Liverpool avait été une rencontre très difficile à St. James Park, où Liverpool avait fini par gagner 3-2 dans les toutes dernières secondes avec le but de M'Gumoa, le premier qui marquait alors qu'il venait juste de rentrer, genre quelques minutes avant. Donc c'était un gros match qui a quand même marqué sur cette saison. Je pense pas qu'on va récupérer l'intensité de ce match-là, mais on va quand même être sur un match très compliqué pour les deux équipes. De là à voir une équipe sortir plus que l'autre, j'ai quand même l'impression de voir un Liverpool plus en forme. Malgré beaucoup d'absents, on a sur le dernier match, donc face à Karabakh, Frimpong qui s'est blessé. Frimpong, Kerkez, au début de saison, c'était très compliqué, mais là, il commence à vraiment montrer du mieux. Le fait de perdre Frimpong sur l'aile droite, en plus Connor Bradley est blessé depuis un moment, c'est très dommageable, parce que tu vas devoir adapter tactiquement, et on risque, je pense, de voir un Szoboszlai reprendre cette place d'ailier droit, de latéral droit, je vois pas qui d'autre. Konaté, en plus de ça, on n'est même pas sûr qu'il revienne depuis le décès de son père. Là, je crois que sur le match de Karabakh, c'était Gravenberch qui avait pris sa place. Donc, il va falloir pallier à ces absences et elles sont pas faciles. Évidemment, offensivement, tout le monde est là sauf Isaac. Et Ekitike est plutôt performant en ce moment. Salah, depuis son retour de Cannes et même avant, c'est pas foufou. Gakpo, c'est pas fou non plus. On va pas prendre l'exemple de Karabakh quand même sur ce qui peut se passer en Première Ligue. Mais derrière, tu peux compter sur un Wirtz qui revient plutôt fort, un Gravenberch qui est plutôt bon, McAllister a fait de très bonnes performances quand même. Face à Marseille, il a fait une très très grosse performance. Donc, il faut de toute façon te poser sur tes titulaires et sur tes cadres de cet effectif. Forcément, Van Dijk et Alisson vont en faire partie. Mais beaucoup de questions se posent. On ne sait pas qui seront les joueurs présents sur cette rencontre-là. Et ça reste deux équipes où l'effectif déjà de base est assez flou, où le 11 de départ, on n'en a aucune idée sur ce que ça va être. Donc, évidemment, je vais donner l'avantage à l'équipe qui reçoit. Un déplacement en Anfield, c'est toujours compliqué, donc forcément, il y a cet avantage, le 12e homme, on connaît, c'est une grosse pression d'aller jouer là-bas. Liverpool a le lead sur les dernières rencontres, j'avais regardé quand même, c'est 8 victoires sur les 10 dernières rencontres pour Liverpool, un match nul et une victoire pour Newcastle, mais la dernière victoire de Newcastle, c'était
en finale de EFL Cup, donc le dernier titre qu'a gagné Newcastle, c'était face à Liverpool, donc il y a quand même un certain esprit de revanche, je pense, du côté des Reds. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Personnellement, je vois Liverpool gagner, mais sur un score très très serré, un petit peu comme le premier match de la saison. Un 2-1 ou un 3-2 à nouveau. Je pense qu'on va être vraiment sur des scores très très serrés. À voir comment vont fonctionner les défenses des deux côtés, parce qu'il y a des absents, parce qu'il y a des absences au milieu de terrain, il y a des absences en défense des deux côtés. On va falloir pallier à tout ça. Il va falloir également voir du côté de Liverpool quel va être l'impact que va pouvoir ramener à nouveau Salah, s'il se remet dans le droit chemin, s'il réussit à redevenir performant, si une fois que sa canne est finie, il réussit à se remettre à fond dans le championnat anglais. On sait que ça avait été difficile depuis le début de saison. Donc il est temps pour le roi, pour le king, le pharaon de venir défendre sa couronne et nous montrer qu'il est capable du meilleur. Je pense qu'il en est encore capable. Il va falloir qu'il commence à créer de vraies connexions avec Wirtz, qui lui, pour le coup, est très performant. Je crois qu'on est à 6 ou 7 GA sur les 5 ou 6 dernières rencontres, donc on est à même plus 1, je crois. Donc il est vraiment, il marche sur l'eau en ce moment et j'espère que ça va continuer pour lui parce que c'est une rencontre très importante pour les Reds qui peut en plus conditionner la fin de leur saison. Ils doivent se battre pour faire partie du top 4 ou au moins du top 5. Actuellement, ils sont au classement, ils sont 6e, juste derrière Chelsea, à seulement 1 point, 2 points derrière Manchester United. Alors on sait que les 3 premières places ne sont pas attrapables pour les 3 équipes que je viens de citer, mais il faut absolument se battre pour la 4e pour avoir absolument cette passe en Champions League. Et Liverpool doit se battre pour ça, surtout que de l'autre côté, que ce soit Chelsea ou Manchester United, ils ont des rencontres quand même compliquées ce week-end, donc tu dois vraiment concrétiser le maximum de points possible. Pour Newcastle, tu joues plutôt le ventre mou de l'APL, donc pas grand-chose à jouer, à part te maintenir, et ça devrait se faire tranquillement vu les lanternes qu'on a. Donc, je pense avantage à Liverpool qui a beaucoup plus à perdre sur cette rencontre-là. La pression va être sur eux. Et je pense que des mecs comme Wirtz et Ekitike ont les épaules pour amener leur club à gagner cette rencontre. Voilà, petit 3-2, allez, je pars là-dessus. Manchester United, Fulham à Old Trafford. C'est une grosse rencontre qui m'intéresse vraiment parce que c'est quand même l'actuel 4e face au 7e. Ils ont seulement 4 points d'écart. On est sur un Fulham qui est dur à jouer. Et un United qui revient à pleine balle depuis le départ d'Amorim et la mise en place de Carrick. Il y a plein de choses à dire. Déjà, United, on va commencer par eux. Le nouveau système de jeu après le système d'Amorim qu'on dégage, le retour de Kobbie Mainoo, la réapparition de Bruno Fernandes en numéro 10, l'apport d'un Mbeumo en tant que neuf, ça change absolument tout. Le retour également de Lisandro Martinez en défense est hyper important pour ce club. Donc tout roule bien pour United, après 2 magnifiques victoires face au actuel premier et deuxième de PL, où tu as montré et tu as gagné avec la manière. Franchement, United a très très bien joué sur les 2 rencontres, ils ont mérité à chaque fois leur victoire, et c'est vraiment un United qui renaît après des mois, même des années, voire des décennies de disette. Donc, est-ce qu'on va retrouver le grand United grâce à Carrick ? C'est l'une des questions qu'on va se poser sur cette deuxième partie de saison. En tout cas, c'est l'une des questions que je me pose et qui m'intéresse énormément, parce que je vois beaucoup de positifs du côté des Red Devils. Déjà, forcément, le fait d'avoir remporté ces 2 dernières rencontres vont t'apporter énormément d'énergie et de confiance pour les prochaines. En plus de ça, tu ne joues plus aucune autre compétition, donc tu peux te consacrer à 100% au championnat. C'est ce que va faire United, en tout cas jusqu'à la fin. En face, Fulham, il ne leur reste que la FA Cup, donc ça fait pas beaucoup de matchs non plus. Ils ont eu la semaine également pour se reposer. Du côté de United, t'as pas trop de blessés. La seule grosse blessure dernièrement, c'est quand même, et qui est quand même assez importante, c'est la blessure de Dorgu. Dorgu qui s'est blessé, qui serait blessé jusqu'à peu près mi-avril. Donc c'est quand même une très très grosse perte pour Manchester, surtout qu'il avait fait de top performances face à City et face à Arsenal avec son magnifique but notamment. Voilà, si je pouvais l'oublier celui-là. Mais on est sur une équipe quand même qui marche sur le haut. En backup, t'as Cunha, donc comment te dire que niveau qualité, tu ne perds pas trop. Et le système de jeu a l'air de marcher, la confiance des joueurs a l'air de revenir, ils ont l'envie de prouver à leur nouveau coach que c'est eux les titulaires. Quand tu vois des performances comme ce qu'a pu donner Bruno Fernandes, comme ce qu'a pu donner Mbeumo, comme même ce qu'a pu donner en sortie de banc Cunha, ou même un Casemiro qui a l'air de revenir au Casemiro Prime du Real qu'on ne voyait pas depuis longtemps,
Voilà, c'est assez effrayant. Même Sen Lamens commence à sortir des top performances, donc ça, ça commence à faire beaucoup. Et du côté de Fulham, t'es sur une équipe qui ne perd pas à domicile ou très peu. Sur les dernières rencontres, j'avais regardé, je les ai sous les yeux. C'est victoire face à Brighton à domicile, victoire face à Middlesbrough, victoire face à Chelsea. Tu fais match nul face à Liverpool, tu gagnes face à Forest. Bon, à domicile, ça te réussit plutôt bien. Ça, c'est toutes les dernières rencontres qu'ils ont eu à domicile. À l'extérieur, c'est en dents de scie. Tu perds à Leeds, tu fais match nul à Crystal Palace, tu perds à Newcastle. Donc c'est quand même un petit peu plus dur en déplacement pour les Cottagers. Donc, je leur prévois rien de positif. T'as beau avoir un Harry Wilson qui surnage en ce moment. Quel joueur. Sur les 5 dernières rencontres, je crois que c'est 4 buts, une passe décisive. Le gars, en ce moment, il est au-dessus de tout le monde. Franchement, j'adore ce joueur. Il était déjà très bon avant, mais cette saison, il illumine par son talent. Le gars, il fait que des top performances. Et tous les derniers matchs que j'ai regardés de Fulham, on ne voit que lui. Il est au four et au moulin. Le mec, il tire les coups francs, il marque les buts, il fait les passes D. Il est même dans le cœur du jeu. Enfin, le gars est trop fort. En plus de ça, t'as des Emile Smith-Rowe, des Iwobi au milieu de terrain. Donc franchement, t'as quelque chose de très fluide du côté de Fulham. Mais le United actuel de Carrick, je le vois mal être déstabilisé par ce collectif-là. Parce que ce que j'ai vu sur ces 2 derniers matchs, c'était beaucoup trop fort. C'était beaucoup trop fort. Même dans l'impact physique, ils sont présents. Je les vois mal se faire bouger par Fulham. Et que dire est-ce que vraiment ça va être cette question, ce truc à suivre quand même, hors le classement qui va remporter le championnat ou autre, c'est est-ce que pour la saison prochaine, on va récupérer le United d'antan? Parce que ce qui montre pour l'instant, c'est très positif, alors que tu étais sur vraiment une catastrophe. Sur les 5 derniers matchs avant le limogeage de Amorim, tu étais sur 4 matchs nuls, une défaite, je crois. Donc rien ne se passait bien. Et t'as un renouveau. Un renouveau. Et je peux que dire bravo aux Mancuniens, que leur dire que pour les supporters qui ont soutenu même dans les moments durs, vous allez peut-être enfin pouvoir reprendre du plaisir à regarder United jouer, parce que moi, ce que j'ai vu sur les dernières rencontres, c'était magnifique. Et s'ils avaient pu attendre un petit peu plus longtemps, ça m'arrangerait. Mais ouais, ça a très très bien marché, et je vois que de bonnes choses pouvant leur arriver pour cette seconde partie de saison. Donc clairement, je vois un United gagner. Un 3-1 me semble correct. Je vois un but d'Harry Wilson, parce que vraiment il est trop fort. Il est trop fort, il va marquer un but, c'est forcément. Mais en face de ça, t'as beaucoup trop de force offensive. Je vois bien Cunha marquer, Mbeumo également. Même un Bruno Fernandes est capable d'illuminer une rencontre, que ce soit avec une passe D ou une frappe de loin. Donc je vois quand même un United bien plus fort. La paire Mainu-Casemiro en défense, en milieu de défensif. C'est beaucoup trop fort dans l'impact physique. Là, dernièrement, ça t'écrase, ça t'étouffe. Et Fulham ne peut pas résister avec ses armes face à cette armada. Donc, victoire de United, je pense assez largement. Peut-être que je me tromperai, mais je vois difficilement Fulham aller les contrarier à Old Trafford. Mais on sait jamais, on sait jamais. Mais Fulham, c'est quand même bien plus fort à domicile qu'à l'extérieur. Et pour finir, le choc de cette 24e journée, Tottenham qui reçoit les Sky Blues au Tottenham Hotspur Stadium. Déplacement compliqué pour Manchester City. C'est une équipe qui ne leur réussit pas sur les dernières saisons. C'est voire la seule équipe que je connaisse qui a un ratio positif face à Manchester City. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 5 victoires pour Tottenham, 4 pour Manchester City et un match nul. Donc, ouais, on va dire un Tottenham quand même très surprenant, malgré le fait que leur dernière saison ne soit pas bonne du tout du côté du championnat. Mais je sais pas ce qui se passe. Il y a le style de jeu de Tottenham, l'ambiance qu'on peut avoir au Tottenham Hotspur Stadium qui pose problème à Manchester City. Et en tout cas, ils ont vraiment tendance à avoir beaucoup de mal dans ces rencontres-là. Déjà, en début de saison, c'était une défaite 2-0 à l'Etihad. Donc, ouais, très très grosse défaite pour les Citizens. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? À quoi s'attendre? City est pas forcément en pleine forme en ce moment, a loupé beaucoup de ses rencontres, a réussi à se faire du bien sur les 2 dernières rencontres en allant gagner face à Wolverhampton et Galatasaray. Deux matchs qu'ils ont plutôt dominés assez tranquillement. Mais c'était pas forcément 2 équipes non plus très compétitives. Avant ça, tu enchaînes quand même les déconvenus. T'es sur la grosse défaite 3-1, je crois, face à Bodo Glimt. La grosse défaite face à Manchester United, où tu t'es complètement fait bouger.
Tu as eu Brighton match nul, Chelsea match nul, Sunderland match nul. Les seules dernières vraies victoires que tu as eues, c'est en Champions League, en FA Cup et en FL Cup, sans compter Wolverhampton qui est dernier du classement. Donc en championnat, c'est compliqué quand même pour les Citizens. Mais à côté de ça, tu as un effectif quand même plutôt pléthorique, malgré les absences. T'as Gvardiol absent, t'as Ruben Dias absent, t'as en plus Doku qui vient de se blesser sur le match de cette semaine, qui avait fait une top performance avec 2 passes décisives. Foden est pas au niveau, mais en dehors de ça, t'avais réussi à acheter en cours de saison un Marc Guéhi, qui est quand même un top défenseur de cette ligue, Semenyo, qui est un finisseur exceptionnel, donc ça pallie quand même à pas mal d'absences. Kusanov fait plutôt le taf. Pour Alain, c'était un peu compliqué, donc le fait que Guéhi prenne sa place est tout à fait logique dans la hiérarchie, et ça ne peut que amener du positif du côté de City. En plus, il a montré face à Wolverhampton tout le calme et toute l'assurance qu'il peut amener à cette défense de Manchester City. Tu devrais avoir tes latéraux habituels, que ce soit un Nunez, un O'Reilly, ça ne devrait pas bouger, Donnarumma évidemment dans les cages. Le milieu de terrain, actuellement, tu as souvent Rodri seul comme tourelle centrale et comme pivot. Un Bernardo Silva beaucoup plus libre, ça devrait continuer comme ça. Je vois un Foden sur le banc et sur les ailes, Cherki à droite, Semenyo à gauche. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver. De toute façon, avec l'absence de Doku, de Savigno et je pense la mise au banc de Foden de la part de Pep Guardiola, je vois pas d'autre option. Forcément, Haaland en point parce que tu n'as tout simplement pas de backup à Haaland. Quand on y réfléchit, c'est vrai que si Haaland manque, ce qui fait que le mec est super bon, c'est qu'il se blesse jamais aussi. Mais ça peut vite être compliqué si une autre blessure arrive du côté de City. Du côté de Tottenham, beaucoup d'absents, mais ça ne change pas, l'infirmerie ne désemplit pas. Non mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs absents, dont des Pedro Porro, des Van de Ven qui est incertain, des Richarlison absents, des Kulusevski qui sont toujours pas revenus, des James Maddison qui sont toujours pas revenus, des Kudus absents. Donc, dans tes 9 absents, tu dois en avoir 5 faciles qui sont titulaires. Donc déjà, il va falloir adapter en fonction. Donc tu vas te retrouver avec des Matistel, des Odobert, des Simons qui sont titulaires, des Solanke en pointe, Solanke qui a marqué un but cette semaine en Champions League. Mais c'est compliqué pour Tottenham, comme tous les ans depuis 2-3 ans, l'infirmerie est pleine en permanence, c'est assez compliqué. Thomas Frank est pas sur des très bonnes performances en championnat. Là, Tottenham actuellement en championnat, c'est match nul face à Burnley, défaite face à West Ham, défaite face à Aston Villa, défaite face à Bournemouth, match nul face à Sunderland, match nul face à Brentford. Ta dernière victoire, c'est Crystal Palace, c'était le combien? C'était la 18e journée. Donc il y a 6 journées, il y a plus de 6 matchs de championnat. Donc très compliqué pour les Spurs qui sont actuellement 13e. Voilà, que dire. Le deuxième face au 13e. Et malgré tout ça, ça va être compliqué. Malgré tout ça, City ne part pas forcément favori sur cette rencontre. Et sachant que Tottenham pose énormément de problèmes à City, que City n'a pas forcément retrouvé sa splendeur, son jeu si bien léché et son efficacité devant le but, je vois un Tottenham qui peut jouer des troubles faits. Et pour moi, ça va finir en match nul, enfin, c'est ce que je vois venir. Ce qui ne veut pas dire que l'un ou l'autre ne peut pas prendre le lead à un moment ou à un autre, mais c'est des rencontres qui sont tellement indécises, t'as un City qui a tellement de mal à se déplacer du côté du Tottenham Hotspur Stadium, que je vois un Tottenham capable d'aller leur poser problème. Et ça risque d'arriver, ça peut arriver. Et je vois un match nul, pas forcément avec un gros score, je vois un 1-1, un 2-2, voilà, pas plus. Mais ça dépendra aussi des stars de chacun, parce qu'on sait l'importance que peut avoir un Cherki dans le jeu. Les matchs où Cherki est plutôt moyen, c'est difficile pour City, pardon. Mais les matchs où Cherki surnage, quand il peut distiller des super bons ballons à des Semenyo, à des Haaland, on sait l'efficacité que ces deux joueurs ont devant le but. Donc c'est quand même ça que tu as apporté avec tes nouvelles recrues. Semenyo va t'apporter cette efficacité qui manquait à tes ailiers, que ce soit un Savigno, que ce soit un Doku, c'est des joueurs de percussion, mais c'est des joueurs qui ont du mal dans le dernier geste, là où Semenyo, c'est presque l'inverse. C'est presque un joueur, dans la percussion, c'est pas le meilleur, il est puissant et tout, mais c'est pas le plus technique, mais par contre, devant le but, c'est un tueur. Donc voilà, on a apporté ça du côté de City. Marc Guéhi, je pense, va faire du bien. À voir encore une fois, avec une vraie concurrence, comment est-ce qu'il s'adapte dans le schéma de Pep Guardiola, parce que ce ne sera que son deuxième match en charnière avec Kusanov.
On ne sait pas encore comment les deux vont s'entendre, parce que Wolverhampton, c'était le premier test, mais ça reste un test très faible de PL. Et là, on va se retrouver quand même face à une vraie adversité et une équipe qui aime aller au combat et qui aime aller au contact. Tottenham, c'est une équipe quand même qui ne rechigne pas au pressing, qui ne rechigne pas non plus au duel, que ce soit aérien ou au sol. Donc on va voir si City va supporter cette pression. En plus de ça, dans ce stade, on sait l'atmosphère, la capacité qu'a le 12e homme à intervenir dans ces rencontres-là. Donc à voir. T'as quand même l'absence de joueurs de rotation comme des Richarlison, comme des Kudus, ça va être très pénalisable pour Tottenham. Donc, mais je vois quand même une rencontre assez difficile, mais assez ouverte. Voilà, c'est deux équipes qui aiment quand même se projeter, qui n'aiment pas forcément défendre. L'une comme l'autre c'est pas forcément l'élément qui maîtrise le mieux. Donc je vois quand même deux équipes qui vont se livrer énormément. Maintenant, à celle qui sera la plus efficace. Et bon, là-dessus, je pense que l'efficacité sera plus du côté de City, qui a quand même tendance à avoir des tueurs devant le but, mais on sait qu'un Vicario, c'est quand même un très bon gardien, qui a des capacités. Donnarumma, sur sa ligne, c'est exceptionnel, mais Tottenham, dans le jeu aérien, pardon, est plutôt bon, et on sait aussi les difficultés que peut avoir Donnarumma dans le jeu aérien. Donc, à voir, ça peut se jouer là-dessus. On sait l'importance des coups de pied arrêtés sur cette saison. Donc voilà, fin de la preview, j'ai parlé des 4 rencontres qui m'intéressent, ça va déjà faire une très longue vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Pensez toujours à lâcher votre triplé, like, commentaire, abonnement, pensez-y, ça m'aide énormément et ce serait très gentil de votre part. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL, on va essayer de débriefer un maximum de matchs. En tout cas, je pense prendre beaucoup de plaisir devant toutes ces rencontres. Et j'espère un gap plus important pour nos Gunners. Sur ce, passez tous un très bon week-end, salut mes cracks.